Je suis un fabricant de clés. Et, et j'ai de plus en plus conscience que je fabrique des clés, donc je suis très content de les passer, quoi. Il y a tellement de portes. Et une clé, c'est pas pour soi tout seul, quoi. Une clé, ça se partage, et c'est comme ça que je suis. Et c'est pas pour jouer le philanthrope, mais en tout cas, moi, il y a quelque chose qui m'intéresse dans le fait de, parce que c'est ce qui m'a fait bouger, c'est d'entendre des gens raconter des histoires qui ont résonné chez moi et des musiques. Alors moi, une chanson, quand elle me touche, je m'en fous de ce qu'elle raconte. Elle raconte ce que je veux qu'elle me raconte. L'émotion passe par là, etc. Et je peux même inventer un autre texte. Elle me touche à un endroit sensoriel, et donc elle fabrique une histoire en direct, que ce soit l'histoire racontée par le ou la chanteuse, ou autre chose. Et en fait, c'est assez précieux pour moi de pouvoir fabriquer des choses qui peuvent impacter les gens, les toucher, les rencontrer, les croiser. Donc moi, ce que j'appelais pas la douance à l'époque, ce que j'appelais la façon dont je suis fait, c'était toujours de vouloir comprendre ce qui m'animait et d'avoir comme une espèce de petite caméra en hauteur qui filmait tout et je dérochais le soir pour comprendre ce qui s'était passé, quoi. Donc, j'ai compris que c'était une façon de fonctionner liée au THPI, etc. Dans tes ateliers ou tes formations, ou ce que tu entends, comment ça vient dans le récit ou de la construction, la surconstruction, le truc qui épuise dont tu parles, comment ça vient dans le récit des hommes? En fait, ce qui est pour un moment, moi, le travail que je faisais dans les groupes, c'était finalement d'ouvrir l'espace pour les autoriser à se dire victimes, finalement, la plupart du temps. C'est-à-dire que le travail qu'on faisait, oui. De vie. Ça veut dire qu'ils ne se considéraient pas victimes ou qu'ils ne s'autorisaient pas à le dire qu'ils l'étaient? L'un ou l'autre, ça dépendait des personnes. Et en fait, le problème, c'est qu'une agression qui n'est pas nommée n'existe pas. S'il n'y a pas d'agression, il n'y a pas d'agresseur. S'il n'y a pas d'agresseur, il n'y a pas de victime. C'est assez simple. Et comme on est dans une société qui dévalorise en plus le mot victime, c'est une victime, c'est moins que rien, ça se douche en tremblant, et puis après ça retourne faire ses affaires comme si de rien n'était, et puis ça sursaute au moins de bruit. Donc il y a et en fait, ce que je trouve important, moi j'ai travaillé beaucoup avec une thérapeute victimologue qui s'appelle Sœur Nafal. J'ai suivi plusieurs formations qu'elle fait sur les psychotraumas, et on travaille ensemble. Elle co-anime avec moi la formation qu'on fait. C'est assez précieux parce que quelqu'un qui a comme ça une habitude de terrain, une habitude clinique sur ces questions-là, elle et moi on s'est rencontrés justement sur la question des hommes agressés sexuellement par des femmes, en fait. Comment l'impossibilité de raconter ce truc-là. Parce que moi je me parle moi en tant qu'enfant, et c'est parce que c'est quand même plus simple de le conscientiser. Et je sais pas dans combien de temps on parlera des agressions entre adultes, mais on n'a pas le temps. C'est pas plus compliqué. On va pas faire ça tout de suite. On va d'abord s'occuper des violences sur les enfants parce que ça pose des réels problèmes pour la suite. Et en fait, c'est notre incapacité à penser ces choses-là qui nous permet de continuer à fabriquer malgré nous un monde hyper violent, en fait. Parce que je prends souvent cet exemple-là. Tu prends un gamin, tu lui mets une grande tarte derrière la tête. Il a 3 ans, il va pleurer, il va tomber, etc. Tu vas lui faire tous les jours, il va s'y habituer. Il va s'y habituer. Et tu vas voir quand tu vas le mettre dans une école ce qui va se passer, en fait. Et les violences marchent comme ça, en fait. Ce qui n'est pas nommé n'existe pas. Et si ça n'existe pas, on ne peut pas prendre la mesure d'à quel point ça a participé à notre construction. Et pour moi, c'est ça qui est compliqué. Alors, pour les plus empathiques, ça va muter en d'autres formes de violence. Et j'ai l'impression que c'est mon cas, je le dis en toute humilité, et avec une certaine zone, je suis pas tellement confortable avec ça, parce qu'on n'a jamais fini d'explorer les violences qu'on a pu produire, et certains pourraient dire que c'est complètement inutile d'aller dans cette direction-là. Moi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse de savoir ce que j'ai pu produire sans me rendre compte, parce que c'est la clé de ce qui va se passer après-demain. Demain, c'est déjà trop tard, on est trop en retard. Mais ce qu'on veut construire pour après-demain, on va être capable de comprendre comment on a agi et qu'est-ce qu'on n'a pas pu lire. Moi, je disais il y a pas longtemps à une personne, parce qu'on parlait de ces gens de la génération d'avant qui sont incapables de reconnaître qu'ils sont agressés sexuellement alors qu'ils le savent, quoi. Et en fait, moi, je me disais, c'est comme si on te disait que
C'est comme si demain, passer un coup de téléphone à quelqu'un sans prévenir, c'était devenu un délit, en fait. Et pour eux, c'est la même chose. C'était des choses naturelles, et c'est comme ça qu'on interagissait entre hommes et femmes à l'époque. Pour eux, c'est simple, en fait. Et pourquoi tout ça est remis à mal? Pourquoi? Ben, il y a un problème. Il y a un problème profond qu'il faut absolument interroger. Et si ces mecs-là, de cette époque-là, ne peuvent pas admettre qu'ils sont comportés très très mal et que c'est super grave, ben, ça veut dire qu'on n'a pas fini de nettoyer, quoi. Je sais pas si je suis clair. Oui, qu'est-ce qui fait que dans les ateliers, ce dont tu parlais tout à l'heure, ils arrivent à poser ça? Alors, c'est à la fois ta méthodologie et ton intelligence, mais qu'est-ce qui fait que ça bascule? Alors déjà, ça peut prendre un certain temps. Et moi, la façon dont je fonctionne, c'est que, comme tu as vu, je suis bavard. Moi, je raconte mes histoires, j'ai plein d'anecdotes. Je raconte comment je regarde ce qui m'arrive. Et puis, avec le temps, je les repère presque tout de suite. Je vois les réactions, etc. Et en fait, à un moment, ils s'autorisent parce que quelque chose qui a été dit leur a rappelé quelque chose qui leur a traversé l'esprit. Et puis, généralement, quand on fait intervenir euh, notre collègue thérapeute victimologue sur les psychotraumas, il est rare que les gens se reconnaissent pas dans certaines conduites à risque, dans certains archétypes de fonctionnement sur des mini-traumas, etc. Donc ça, c'est des petites sondes qui s'ajoutent comme ça. Et puis voilà. Et puis il y en a, c'est assez rigolo, ça arrive aussi, qui disent je suis désolé, ça fait un moment qu'on bosse ensemble, je crois que je n'ai pas de trauma, et moi je veux autre chose. Mais ils en sont là et ils avancent. Ça les empêche pas d'être bienveillants et de consciencieux et de continuer à travailler sur eux. Et puis il y en a qui ont traversé la vie sans trop de bobos et qui sont à un autre endroit, etc. Et c'est là que c'est intéressant aussi, la question des diversités, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un endroit où quelqu'un de racisé qui aura vécu des discriminations aura des outils que quelqu'un qui n'a pas vécu de discrimination n'a pas. Et il aura des outils pour analyser ce qu'il a ressenti et essayer de retourner le spectre et dire ok, bah, si moi ça me fait ça quand on me dit ça, je peux comprendre que ça peut faire ça quand moi je dis ça. Alors que voilà. Et tout ça est très intéressant parce qu'en fait, comme on est dans une société qui est profondément à minima sexiste et profondément à minima raciste, bah il y a des endroits où on peut se retrouver en fait sur des mouvements communs de mise à l'écart, de stigmatisation, et ça c'est super intéressant. C'est-à-dire que ton pote qui te dit, qui n'est pas du tout raciste, mais pas du tout, qui dit quand même que les Antillais sont un peu paresseux, bah, si lui peut dire ça et que toi tu peux dire bah, la jupe de ma collègue est très jolie, alors je lui fais un compliment, bah ouais, il y a plein de problèmes en fait. Bah ta collègue t'a rien demandé, et puis ton truc de groupe générique des Antillais sont paresseux, c'est quand même un délire, quoi. Et c'est ça dont il faut parler. Et moi je fais partie d'une génération où nos potes avec qui on a grandi n'étaient pas racistes. La société qui bouge, le regard qui change, les regards qui s'aiguisent, les paroles qui prennent plus de place, les minorités qui se font entendre, bah tes potes ils bougent pas en fait. Toi tu bouges. Et tu dis ouais, quand tu me parles c'est bizarre, j'aime pas trop. Ouais mais t'as changé frérot. Bah oui, heureusement en fait. Et en fait c'est là qu'on comprend comment le fait de se sentir soi-même bienveillant n'est pas assez en fait. Parce que c'est pas là que ça se passe. Ça se passe là où on ne voit pas. Ça se passe dans les angles morts. Ça se passe dans... Et là, je parle pour ceux d'entre nous qui se considèrent comme bienveillants. Je parle pas des ordures qui mettent des grandes tartes parce qu'ils n'ont pas le choix avec celle qu'il a bien cherché, etc. Non, je parle vraiment des gens... Je parle des gens qui pensent que ça va. Mais même ça va pas. Et ça qu'il faut réussir à comprendre. C'est pas parce qu'il y a pire que nous, ça va, en fait. C'est quoi les angles morts? Les angles morts, c'est tout ce que tu peux fabriquer par réflexe, parce que tu l'as appris sans t'en rendre compte, pour te protéger, parce que tu te sens pas sécurisé, et ce que j'appelle les micro-violences, des petites choses, des regards, des mots pas sympas, des choses en réaction parce qu'on se sent en difficulté, les angles morts, c'est ça, c'est ce qu'on estime de notre place à l'instant T comme pas grave. Et de se dire, d'essayer, et c'est ce que j'essaie de faire dans la formation, d'essayer d'avoir des outils qui permettent de regarder à deux fois avant de produire ce type de choses, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire si je fais ça dans l'espace? Qu'est-ce que ça veut dire si je pose cette question? Pourquoi j'ai envie de poser cette question à cette personne-là? Est-ce que c'est parce que c'est une femme? Non, il y en a d'autres dans l'espace. Pourquoi elle? Est-ce que j'aime bien sa robe? Oui, quel est le rapport?
Mais est-ce que c'est pour ça que j'ai envie de lui parler? Non, t'es sûr. À qui te fait penser? C'est des outils, en fait. Nous avons été construits dans une société qui est sexiste et raciste. On va traiter la question du sexisme. Donc, ça veut dire que dans nos comportements sont intégrés au quotidien et depuis longtemps des choses qui posent problème, qu'il faut absolument réévaluer et recalibrer. Donc, les angles morts, c'est ça. C'est de dire encore aujourd'hui, vas-y, je vais faire un compliment pour le prendre avec le sourire. Ça a l'air de rien, mais c'est un problème. C'est-à-dire que moi, et le jour où j'ai compris ça, c'était précieux. Et c'est en ça que je dis qu'être racisé sur ces questions-là, ça peut être intéressant. C'est que moi, le moment où on me fait comprendre, quand je rentre dans un espace, le moment où on me fait comprendre qu'on a remarqué que j'étais différent parce que mes cheveux, parce que ma couleur de peau, ça me saoule. Moi, je rentre pour acheter une boîte de je sais pas quoi, pour prendre un... Ça me saoule. T'as pas besoin de me dire que t'as remarqué je sais pas quoi, en fait. Moi, je suis juste... T'as un commerce qui est ouvert, voilà. Et en fait, je dis on en tant que groupe humain, on fait pareil avec les femmes. On fait des commentaires, parce que voilà. Et ça, ça, c'est des petites choses. Et quand tu grossis un peu, il y a des choses plus compliquées. Donc, et quand tu bascules toutes ces petites choses-là et que tu te dis, ok, du coup, dans l'intimité, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que moi, je mets en place dans mon intimité pour me sentir en sécurité? Au vu de mon parcours. Qu'est-ce que j'aime bien, qu'est-ce que j'aime pas, comment je m'assure que tout va se passer comme je l'entends, mais pourquoi c'est comme je l'entends moi? Pourquoi c'est moi qui ai à protéger? Parce que c'est moi qui suis en danger. Pourquoi je suis en danger? Parce que mon vécu, ok, qu'est-ce que je fais de ça? Est-ce que je partage ça avec l'autre? Oui, non, pourquoi faire? Et là, une fois qu'on est là, effectivement, ça peut ne jamais s'arrêter. Mais si on ne fait pas ça, bah, au moment de se dire, bon, je vais regarder dans le rétro un peu ce qui s'est passé, bah, ça va être compliqué, en fait. Dans où est-ce que j'ai vu ça? Ouais, dans ton travail, ta compagnie qui s'appelle Riposte, tu organises des laboratoires, j'ai noté ça, de déconstruction et de redéfinition des masculinités par l'art du sensible. Je voudrais rajouter ça parce que tu en parles à un moment donné dans un de tes derniers clips, la Super Hétéro Syndrome. Ne pas confondre sexualité et douceur. Et je voudrais poursuivre sur le monde de la douance, qui est un sujet, et c'est l'occasion, j'en profite, je me sers de toi pour aborder ce sujet-là que j'aborde pas souvent, sauf quand on vient me questionner sur mes interventions. C'est-à-dire que les femmes HPI ont une dominante masculine, mais ça en fait pas pour autant des hommes. Mais par contre, elles se font emmerder sur le sujet et par les femmes et par les hommes. Les hommes HPI, THPI ou une dominante féminine. Mais en gros, nous, on nous dérange pas avec ce truc-là. C'est-à-dire que c'est pas parce que les femmes ont eu une dominante testostérone et masculine que ce sont des hommes, et que c'est pas pour autant qu'elles vont devenir un homme, parce que de toute façon, elles sont hybrides. Donc il y a une espèce de construction singulière à apporter, puis en général avec des trajectoires singulières dans lesquelles elles ne se retrouvent ni dans les hommes ni dans les femmes, très souvent. Et les hommes ont une dominante féminine, et je vais déconstruire ce que je viens de dire, hein. Et ça dérange personne. C'est-à-dire que, est-ce que parce qu'un homme est doux et tendre, c'est une femme, ou est-ce que c'est pas sa composante d'homme, dans lequel il est toujours un homme, et une femme est toujours une femme, quand bien même avec de la testostérone? Ben voilà, merci. En fait, c'est ça, c'est-à-dire que quand on dit l'homme a de la femme en lui ou la femme a de l'homme en lui, on continue à propager ces choses complètement sexistes. C'est-à-dire que certaines choses seraient définitivement pour l'un et l'autre définitivement pour l'autre. Et c'est pas comme ça que ça marche. Donc effectivement, c'est la société a du mal à regarder une part de l'un ou de l'une ou de l'autre qu'elle n'a pas identifiée au préalable chez l'autre. Et c'est ça qui est cruel. Moi, j'ai vu, alors je déteste le name dropping parce que les supposés alliés du féminisme adorent faire ça, donc je vais pas faire du name dropping, mais j'ai entendu une féministe extraordinaire américaine qui disait, à qui on posait la question, qu'est-ce que c'est qu'une femme, qui disait, il est hors de question de définir une femme, parce qu'après on va dire d'une femme qui sort de ce cadre qui a été défini qu'elle n'est pas femme en fait. Une femme, c'est tellement de possibilités, et c'est pareil pour tout le monde en fait. C'est qu'est-ce qu'un noir? Et vraiment, je le pense en fait. C'est-à-dire que effectivement, dans ce que je dis, c'est qu'on attribue certaines composantes à un groupe et pas à un autre. Et donc, celui qui contrevient, ou celle qui contrevient, va se mettre en porte-à-faux.
En fait, ce que nous raconte le système, c'est qu'il a besoin de binariser les choses. Et nous, ce qu'on raconte depuis, nous tous en tant qu'êtres humains, ce qu'on raconte, c'est que tout est beaucoup plus compliqué que ça. Mes enfants sont à la fois français, antillais, camerounais. Aucun d'eux n'a la même, ils sont 4, aucun d'eux n'a la même couleur que l'autre. Est-ce qu'on va dire à chacun de mes enfants qu'être noir c'est ci, être blanc c'est ça? Ah non, tout est beaucoup plus compliqué. Alors si on parle de couleur de peau, c'est une chose, si on parle de groupe social, c'est encore autre chose. Et effectivement, faire une liste d'attributs qui appartient à un tel groupe et une liste d'attributs qui appartient à l'autre groupe, c'est précisément expliquer à ceux qui ne se reconnaissent dans aucun de groupes qui sont un problème. Et c'est là qu'on fabrique des dominations, c'est là qu'on fait des hiérarchies, et c'est là qu'il y a plein de problèmes en fait. Donc, pour moi, je n'arrive pas à penser la femme a des parts d'homme en elle et l'homme a des parts de femme. Pour moi, c'est impensable de le conscientiser comme ça. De la même manière que tout le débat sur la testostérone, etc., quand on creuse un peu, c'est quand même un peu plus compliqué que les hormones. Donc, et on peut pas non plus se débarrasser comme ça d'un coup de crayon des assignations sociales, etc., quoi. Donc il y a, pour moi, il y a une chose qui est beaucoup plus simple. Au lieu de faire, il y a ceci dans l'homme, il y a ceci dans la femme, etc. D'un côté, il y a les agresseurs potentiels, de l'autre, il y a les victimes potentielles, et la vérité, c'est que chacun peut aller dans les deux groupes et changer à n'importe quel moment. Et là, on se dit qu'on a beaucoup de travail. Je vais reprendre un autre passage parce que c'est sur la question du travail qu'on parle des hommes et des femmes sur la dimension de la fracturation, parce que faut bien savoir que ce trauma, après, il faut faire avec. On dit qu'après une agression sexuelle, la porte est comme fracturée, pénétrée dans l'espace intime, peut-être aisé pour le prédateur, la prédatrice qui sait s'y prendre. La porte est fracturée. Alors qu'en est-il de l'homme s'il ne parvient pas à se refuser à une femme qu'il désire, comme qualifier ce qui survient alors? Sur une femme, il y a pénétration sans consentement, il y a viol, c'est logique, sans appel, ni débat, ni discussion, mais pour l'homme, s'il se refuse et qu'il y a un acte sexuel, comment qualifier ce qui suit? S'il y a eu acte sexuel complet, c'est qu'il y a eu pénétration. S'il y a eu pénétration, c'est qu'il y a eu érection. Qui dit érection dit désir. Eh bien non, ce n'est pas si simple, pas du tout. Alors voici ce qui se pose comme question. S'il y a érection alors qu'il n'y a pas de désir, quelle est l'émotion, l'agent qui actionne la mécanique érectile? Et là, on n'est pas à égaux, donc il faut prendre en compte à la fois ces différentes dimensions, l'idée qu'on s'en fait, comment c'est projeté, comment c'est véhiculé par la société, parce qu'on ne peut pas exonérer la société, les médias, ce qui en est dit ou ce qui n'en est pas dit, qui est éminemment hypersexualisé, et que les choses ne se présentent pas ou ne se vivent pas de la même manière selon qu'on est un homme et une femme, et ça n'exonère personne. Oui, et puis, si tu veux, et je le dis comme je le pense, quoi, si, je sais pas, enfin, le nombre d'hommes qui s'intéressent à la question de l'appareil génital féminin, le nombre d'hommes qui étudient l'appareil génital féminin toute leur vie, le nombre d'hommes qui font des conférences sur les vagins, sur les règles, sur les orgasmes féminins, et les mecs ne savent même pas de quoi sont faites leurs érections. Alors ils pourraient le dire mécaniquement, mais ils ne comprennent pas comment ça marche. Ils ne parlent pas de ça. Et c'est dans leurs pantalons. Et moi, je trouve ça hallucinant, en fait. Et pour moi, c'est parce qu'on maintient cette zone de silence que tout se tient. Une fois, et je n'irai pas dans les détails ici, une fois, on a fait un groupe de travail sur de quoi était nourrie une érection quand on n'a pas envie. Je peux t'assurer que personne ne veut savoir. Personne. Personne, pardon, j'ai pas compris. Voilà. Personne ne veut savoir. Personne ne veut savoir ce que X, Y ou Z met dans sa tête quand il est convaincu qu'il faut qu'il y ait une érection là à 15h44. Mais personne ne sait. Je l'avais mis dans un spectacle. Dans Spiral que tu as vu, où c'est un couple qui discute et puis
La femme dit oui, mais on le sait bien, ce que vous avez dans la tête, on sait que c'est complètement pornographique. Puis le mec il dit oh là là, mais si c'était aussi simple, on le dirait quoi. Non, c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. Et parce que nous, on sait à l'intérieur de nous, pour les hommes dotés d'un sexe avec un nerf érectile plus ou moins fonctionnel, on sait ce qui marche et ce qui marche pas, dans le meilleur des cas, et on sait que c'est un problème. C'est un problème. Donc si tu veux d'avoir dans ce monde-là des hommes qui se spécialisent de l'orgasme féminin et qui ne parlent pas de ce qu'ils ont au fond de leur slip, qui est un problème, bah là est-ce qu'on n'est pas au summum des mécanismes de la domination? Et moi ça m'épuise. J'ai envie de dire, les gars, on a besoin que vous en parliez en fait. On a besoin que vous en parliez. Moi je fais mon taf, j'avance, vous n'allez rien m'apprendre, mais on a besoin que quelqu'un se dévoue. Vous êtes des spécialistes. Là, j'ai vu notamment récemment, j'ai vu parce que dès qu'il y a un truc sur le sujet, j'essaie de regarder un peu pour voir ce qu'il se dit, si ça avance, mais ça n'avance pas. J'ai vu un gars, pareil, je ne vais pas faire de pub, donc je ne vais pas le nommer ni rien, mais enfin pas pareil, mais qui parlait d'une technique pour réparer les érections défectueuses, etc. Et le mec raconte que ça arrivait par accident et qu'il a testé sur lui, sans dire s'il avait des problèmes d'érection ou pas. Je trouve ça extraordinaire. C'est que le mec a réglé un problème qui, supposément, il n'avait pas. En tout cas, il ne dit pas qu'il l'avait. Et il dit, j'ai trouvé la solution. Enfin, je trouve ça incroyable. Et pareil, tout ça évacue la question de la sexualité sans érection. Enfin, on est quand même, on a plein de problèmes. Et ça, c'est des problèmes de mecs hétéro-cis dotés de pénis, quoi. Et il faut qu'on parle de ça. Enfin, à un moment donné, sinon on peut pas regarder ça en face alors qu'on le porte avec nous tous les jours. Il est où le courage supposément masculin? Il est où cette force entrepreneuriale dont tout le monde parle? On fait quoi en fait? Les sujets importants, on les met sous le tapis parce que finalement, c'est trop facile. J'ai juste une parenthèse parce que j'ai vu cette pièce qui était vraiment passionnante et interpellante, mais ça c'est ta manière de travailler. C'est si les gens veulent la voir, c'est quand les prochaines programmations? Est-ce qu'ils trouvent ça sur ton site? On a une captation que je vais. Alors moi, j'aime pas rendre mes spectacles disponibles comme ça pour rien parce que c'est des choses qui existent pour qu'on en discute après. Je peux pas j'ai l'impression de laisser la fenêtre de ma chambre ouverte quand je dors. Donc, mais c'est quelque chose qui va, je pense qu'on va faire apparaître dans les formations. Les gens pourront la visionner. Je sais pas encore ce qu'on va faire. Mais on a une captation. On a une captation filmée de la pièce. Pour l'instant, sous cette forme-là, elle ne rejoue pas. Je pense qu'elle ne rejouera pas. Elle va jouer sous une autre forme. Autrement, mais ce que tu as vu là est un exemplaire quasi unique. Et pareil, ça a été beaucoup de travail. On évolue selon moi, dans une société qui est pas prête à entendre ça. Donc, on a eu énormément de mal à faire ce spectacle. On l'a joué 2 fois avec 2 lieux partenaires extraordinaires qui nous ont permis mais c'est beaucoup de travail pour, voilà. Sur les 2 dates, je pense qu'on a rencontré près de 800 personnes, 700, enfin, c'est cool. Et il y a une autre vie qui va se construire de manière plus vidéo, moins spectacle vivant, mais pour l'instant, il n'y a pas de possibilité de l'avoir. D'accord, donc faut que les gens, je vais mettre tout ça, on va voir ensemble ce que je mets en commentaire en dessous de la vidéo et comment ils pourront te suivre. Il y a un autre sujet en transversal de la question de la santé. Alors t'expliques que t'as pas de problème de santé, t'en as une fois par an. Ton corps, il te dit en gros t'arrêtes tes conneries, tu t'allonges pendant 3 jours et après on repart. Mais donc ça tant mieux. Pourvu que ça dure. Mais tu parles aussi d'une autre chose de l'étrangeté de ton histoire ou de l'histoire de ton corps, c'est que tes problèmes d'apnée t'ont sauvé. Oui, en fait. C'est une drôle Ah ouais, c'est fou. d'expérience de la manière dont ton corps t'a apporté de l'aide. Alors surtout, moi, c'est mon constat. Et c'est pour le moment, c'est en train de bouger. Mais c'est pour le moment, c'est pas validé scientifiquement. Et en fait, la théorie que je développe dans le livre, c'est que l'apnée du sommeil que j'ai développée m'empêchait de dormir profondément. Et du coup, empêchait que ma mère continue de m'agresser dans mon sommeil, en fait. Et alors, le prix à payer, c'est que tu ne te reposes plus jamais de ta vie jusqu'à ce que tu détectes que tu as une apnée du sommeil et que tu dors avec une machine. Mais l'effet intéressant, c'est que du coup, tu ne dors plus profondément, donc tu ne mouilles plus tes draps, donc tu n'es plus agressé sexuellement par ta mère.
ce qui est assez pratique. C'est bizarre comme deal, hein, mais en même temps, t'es tout petit, t'as pas de clé, et c'est juste ton cerveau qui te sauve la peau, en fait. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Et alors, je le résume là en 15 minutes, mais j'ai mis du temps avant et puis je mets dans Spirale, qui est donc dans le livre, il y a un extrait de la pièce où je parle de ça, ou comment j'ai compris que c'était lié. Et puis voilà, moi j'en ai parlé au médecin qui me suivait, et puis ça a fait pouf, voilà. Puis elle a arrêté de me suivre. Et, euh, et c'est marrant comment, et pareil dans le corps médical, comment la question des violences sexuelles dans les endroits qui n'y sont pas dédiés, comment c'est impossible à faire entendre, quoi. C'est vraiment très compliqué. Donc pour moi c'est clair, et ça ressemble tout à fait, voilà, j'ai envie de dire, c'est presque un parcours traumatologique classique du cerveau qui fait quelque chose pour sauver la peau de son hébergeant. Et moi ça a été le cas. Et donc c'est très bizarre après de se soigner pour une affection qui nous a maintenu en vie quelque part, quoi. C'est vraiment particulier. Et je pense que c'est un peu le lot de toute victime, en fait, qui a des comportements à risque, ou voilà. C'est comme mon rapport au travail, où moi, si j'avais pas compris ce que j'étais en train de faire, je pense que j'étais en train de me tuer dans le travail. Mais le travail m'a maintenu en vie pendant des années, et a fabriqué un monde dont moi j'avais besoin, à l'intérieur duquel moi je pouvais me sentir sécurisé. Et réinvestir tout ça d'une autre manière, c'est très compliqué. Je le dis, c'est très compliqué de regarder d'un œil suspicieux, les choses qui vous ont maintenu en vie, et de dire, ouais, là ça marche plus, là ça me va plus, et j'ai l'impression, je réalise que je suis en train de m'abîmer, et alors que m'abîmer m'a permis de tenir le coup. Et ça, c'est très particulier. Et c'est intéressant parce que moi, j'essaye une fois par an de suivre à nouveau une formation sur les psychotraumas, parce qu'on comprend toujours, en repassant les concepts, on comprend toujours un truc de plus et tout. Et j'ai réalisé que, alors que c'est pas dit comme ça, pardon, mon rapport à mon travail pourrait être classé dans les conduites à risque, qui sont des effets secondaires des violences sexuelles subies, quoi. Donc c'était intéressant aussi de comprendre ça, et de changer mon rapport à mon travail, même si je travaille toujours beaucoup, parce que on peut pas se refaire complètement, mais ça a été important pour moi de réinterroger mon rapport à mon travail, et de comprendre les mécanismes qui avaient mené à cette frénésie de boulot, et de besoin de fabriquer un monde à l'intérieur duquel je pouvais être en sécurité. Donc notre corps, je le dis souvent, notre corps veut notre bien. Les violences, les tentatives de suicide qu'on se fait à soi-même, l'alcool, la drogue, l'anorexie, tout ce qui peut se passer dans notre corps qu'on appelle maladie. Notre corps, il fait ce qu'il peut de la moins mauvaise manière pour sauver notre peau. Après, à nous de voir comment on peut discuter avec lui. Comment la douance a voulu ton bien et t'a aidé dans ta vie? Alors, c'est particulier parce que j'ai accès à cette notion-là depuis pas longtemps, depuis 1 an et demi, je crois. Et en fait, je n'appelais pas ça la douance. J'appelais la façon dont je suis foutu, quoi. Foutu, enfin, il est foutu comme ça, il est pas foutu pour foutu. J'appelais ça la façon dont je suis fabriqué. Et en fait, ce qui m'a sauvé, c'est ce besoin de comprendre. C'est-à-dire que c'est comme si en permanence depuis tout petit, il y avait une espèce de dossier dans lequel je rangeais plein de choses, et que je savais que j'allais trier à un moment donné. Je n'ai jamais arrêté. Et encore aujourd'hui, c'est ce que je fais. Alors aujourd'hui, j'ai une bonne excuse, hein. J'ai des enfants à qui je transmets plein de trucs, et puis j'ai un genre d'audience qui m'écoute depuis des années. Donc c'est tout à fait justifié d'avoir plein de dossiers avec plein de choses à raconter. Mais je le vois encore aujourd'hui. Je ne vis et je ne traverse ce que je vis avec autant de joie, parce que je sais que je vais la raconter. Je sais que je vais l'analyser. Je sais que je sais que je suis en train de... En fait, j'ai complètement pris conscience que j'étais en train de fabriquer... En fait, je suis un fabricant de clés, en fait. Je suis un fabricant de clés. Et j'ai de plus en plus conscience que je fabrique des clés, donc je suis très content de les passer, quoi. Il y a tellement de portes. Et une clé, c'est pas pour soi tout seul, quoi. Une clé, ça se partage, et c'est comme ça que je suis. Et c'est pas pour jouer le philanthrope, mais en tout cas, moi, il y a quelque chose qui m'intéresse dans le fait parce que c'est ce qui m'a fait bouger. C'est d'entendre des gens raconter des histoires qui ont résonné chez moi, et des musiques. Alors moi, moi, une chanson,
quand elle me touche, je m'en fous de ce qu'elle raconte. Elle raconte ce que je veux qu'elle me raconte. L'émotion passe par là, etc. Et je peux même inventer un autre texte. Elle me touche à un endroit sensoriel, et donc elle fabrique une histoire en direct, que ce soit l'histoire racontée par le ou la chanteuse, ou autre chose. Et en fait, c'est assez précieux pour moi de pouvoir fabriquer des choses qui peuvent impacter les gens, les toucher, les rencontrer, les croiser. Donc moi, ce que j'appelais pas la douance à l'époque, ce que j'appelais la façon dont je suis fait, c'était toujours de vouloir comprendre ce qui m'animait et d'avoir comme une espèce de petite caméra en hauteur qui filmait tout et je dérochais le soir pour comprendre ce qui s'était passé, quoi. Donc, j'ai compris que c'était une façon de fonctionner liée au THPI, etc. Et alors c'était très bizarre parce que quand j'ai compris ça, d'ailleurs c'est un jeu qu'on fait souvent avec ma compagne, quand on me dit le nombre de gens comme nous qu'il y a sur Terre, moi je suis en panique, en fait on n'est pas assez nombreux, donc ça me fait peur. Ça me stresse, mais au plus haut point, parce que ça me raconte à quel point je sais différents enfants et ça peut me rendre vraiment triste. Donc c'est un truc que je peux pas traiter. Et par ailleurs, je me rappelle, il y a une façon de faire c'est-à-dire que moi quand je vois, par exemple, je me rappelle d'une vieille pub qui s'appelle, je sais pas si tu as connu, mais une pub Guy de Graine pour des vaisselles. Je sais pas si tu te rappelles de cette pub où l'enfant dans la pub il dessinait et puis il disait, le prof disait il va réussir à rien, il fera rien dans la vie celui-là. Puis le slogan c'était Guy de Graine, c'est aujourd'hui le premier. Et en fait ce truc m'a jamais quitté. Et quand j'entends des gens qui font telle ou telle chose et c'est merveilleux, j'ai toujours une pensée pour l'enfant qu'ils étaient, quoi. C'est-à-dire que je me dis, avant que ces personnes découvrent qu'elles étaient douées pour telle ou telle chose, mais comment ça a dû être difficile. Et voilà. Et moi, c'est un peu ce sentiment-là qui m'a animé toute ma vie, de dire, je suis pas compris, je peux pas montrer qui je suis, donc il faut que j'emmagasine du matériel pour pouvoir raconter ce par quoi je passe, pour rendre la chose un peu plus accessible à d'autres, ou ne serait-ce que pour moi, pour comprendre comment ça a fonctionné. Et en fait, j'ai envie de dire que je suis c'est bizarre à dire, mais je suis un peu mon premier public, quoi. C'est-à-dire que si j'arrive à comprendre, moi, ce qui m'a animé, si j'arrive à comprendre ce par quoi je suis passé, ça veut dire que je peux le transmettre. Je sais pas si ça répond à ta question. Si, mais c'est ta manière, effectivement, pour les HPI atypiques, ils veulent comprendre, en gros, ils emmerdent tout le monde, ils lâchent rien, ils emmerdent tout le monde, ils ont une forme de pugnacité qui fait la même chose, on disait calme-toi, enfin, ouais, c'est toujours le trop. En même temps, ils vont des endroits où les autres ne vont pas, c'est ce que tu fais. En même temps, tu parles de ce que j'appelle la métacognition, c'est une espèce de métaconscience à observer de la manière dont on observe pour corriger la manière dont on se corrige et se mettre les deux mains dans le cambouis, sauf que le cambouis, c'est nous. C'est comme ça un peu que tu travailles, c'est une forme d'alchimie, tu transformes la merde en or parce que vaut mieux travailler sur l'or que sur la merde, c'est-à-dire sur les solutions que sur les problèmes. Parce que aussi une des caractéristiques, c'est de vouloir sauver le monde et de vouloir sauver les gens quand bien même on en fait les frais, et avoir une espèce de préoccupation pour beaucoup de transmission. Après, tu as construit, c'est peut-être plus la partie THPI versus HPI, de construire ton monde, à la fois ton monde intérieur pour interagir avec toi-même et interagir avec des tiers. Et très souvent, atypique peut être un réducteur de complexité, ce que tu dis que tu fais, c'est-à-dire tu rends les choses ingérable, c'est-à-dire digeste, pour que ça soit accessible à des tiers et utile à des tiers, et transmettre les clés, mais les clés, elles sortent de ton ventre et pas d'une conceptualisation du cerveau, ce qui n'exclut pas le cerveau. Puis de toute façon, tu t'arrêteras jamais, mais moi non plus, et on est un certain nombre, mais je partage ton souci qu'on n'est pas assez nombreux. Mais c'est la vie. Oui, et puis c'est hyper important cet aspect, ce que tu viens de dire, quoi. Il y a ce truc de, comment dire, tu sais, c'est ce truc de dire, voilà, 99% de mon énergie, c'est pour transformer ce qui est à l'intérieur en ce qui peut être dit à l'extérieur de manière la plus simple possible. Parce que les quelques personnes que j'ai pu croiser, qui ont réussi à me dire des choses simples, qui m'ont bouleversé, je trouve, et pour moi, c'est ça c'est ça la plus-value de l'humanité, quoi. C'est-à-dire que réussir, moi j'adore tout ce qui est vulgarisation, les gens rêvent à t'expliquer des mouvements super complexes en 10 minutes, en 5 minutes, en 3 minutes, et moi j'aime bien faire ça parce que c'est un travail d'équipe, en fait.
on fait société. C'est un travail d'équipe. On attend de son équipier qu'il ait parcouru une certaine distance pour nous aider au quotidien et il n'est pas obligé de repasser une fois qu'il est avec nous. Il n'est pas obligé de refaire tout ce qu'il a fait. Il nous raconte juste ce qu'il a fait et ça nous fait avancer et je trouve ça super bien. Et c'est pour ça que même si officiellement on fait de la formation sur les violences sexuelles depuis le début d'année, ça fait des années que je suis formateur et que je forme des gens parce que je trouve ça génial. Non pas de former, mais je trouve ça génial de pouvoir, en communiquant, de donner des outils. Et moi, je prends souvent cet exemple-là. Moi, j'ai appris j'ai passé mon permis moto à 40 balais. J'ai trouvé ça extraordinaire que des types arrivent à apprendre, un mec comme moi qui n'était jamais monté sur une moto, arrive à apprendre à conduire une moto sans qu'il monte sur la moto à ma place. C'est juste avec des mots, enfin, avec des concepts, avec des choses à faire, etc. Et moi, je trouve ça passionnant de pouvoir transmettre, de pouvoir apprendre. Et parce que je suis un peu une éponge aussi, quoi. Donc, j'ai l'impression, non pas que je veux sauver le monde, même si, en tout cas, j'aime bien l'idée de pouvoir faciliter la tâche à quelques-uns, quelques-unes, quoi. Faire gagner du temps, voilà, plutôt que faciliter la tâche. Faire gagner un peu de temps, parce que moi, c'est ce dont j'ai manqué. C'est-à-dire que, je le disais aussi, le temps que j'ai mis à dire à ma famille, à la famille du côté de ma mère, ce que j'ai subi, c'est pas possible, ça met autant de temps, en fait. Le temps que j'ai mis à raconter ce que je savais déjà, le temps que j'ai mis à chercher dans mes souvenirs pour être sûr que ce que j'allais dire était vrai, je me suis fait avoir parce que je suis une victime. Et les victimes, elles se font avoir, en fait. Les victimes se font avoir par les systèmes d'agression où elles passent un temps infini à reconstituer un puzzle dont elles ont toutes les pièces à l'intérieur, alors qu'elles ont toutes les pièces à l'intérieur. Et donc, si chacune peuvent participer à des petits mouvements qui font gagner du temps à chacune avance un peu plus vite et je crois que nos cerveaux, par moments, aiment bien aller vite. J'avais autre chose que j'avais coché, mais ça va reprendre nos discussions qu'on avait avant l'entretien. Quand quelqu'un modifie quelque chose d'important dans sa façon de se présenter au monde, c'est qu'il s'est produit. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il s'est produit quelque chose de tout aussi important dans l'expérience de sa vie qui précède ce changement. Alors, si les gens qui te connaissent ou qui te connaissent pas, qui vont te voir sur les réseaux sociaux, tu as eu aussi une intervention à Radio France aussi, ils vont voir tes vidéos, tes spectacles ou ton image publique, on te voit avec des dreads. et la dernière fois que je t'ai vu, tu avais des dreads. Et donc je fais le lien entre les deux, tu m'as déjà répondu, mais c'est aussi une manière d'illustrer parce que c'est comme ça que tu avances, de ce que tu dis, que tu fais, que tu dis, et que tu es à la fois et l'un et l'autre. Oui, c'est vrai, j'ai oublié cette phrase dans le bouquin. Oui, et puis il y a plein de raisons. Et l'une des raisons est que l'extérieur n'était plus en phase avec l'intérieur, quoi. Il y a quelque chose qui a irrémédiablement bougé depuis des années, et il y avait quelque chose pour moi qui n'était pas normal, la normalité, qui était pas, qui me posait question d'avoir toujours la même tête dans le miroir, quoi. Et puis voilà, ça s'est fait assez vite. Je me dis bon, allez, on va enlever ça, on va passer à autre chose, et puis c'est aussi accepter la transformation, tu vois. Et puis pour moi, il y avait un truc de camouflage aussi. Il y a un truc d'être. Je vais écrire un spectacle. Voilà, et puis je suis noir, donc l'identité, le cheveu, c'est quelque chose de très très fort chez moi. Et mon parcours à cet endroit-là, et surtout les gens de ma génération. Parce que, et je vais le dire ici, je sais pas quel âge a ton audience, etc., mais moi je suis hyper reconnaissant. Yes. Je suis hyper reconnaissant de la jeune génération qui, depuis une dizaine d'années, se montre sur les réseaux avec des afros, etc., et qui aime ses cheveux, en fait. Et moi, j'aime bien ce truc ce mouvement où les plus jeunes inspirent les plus vieux. C'est super important. Et je le dis souvent, sur les questions d'intimité et sexualité, nous, en tant qu'hommes cis, on est construit n'importe comment depuis très longtemps, puisque moi, j'ai plus de 50 ans. Les plus jeunes, s'ils sont mal construits depuis beaucoup moins longtemps que nous. Donc, ils sont plus élastiques, plus souples. Même si c'est très très à la mode de dire les jeunes, etc., il y a un endroit où ça va bouger plus vite, et c'est pas gagné. Hein.
comme je dis, comme on le dit depuis à peu près 2 heures, il y a du travail. Mais c'est très inspirant de voir aussi à quel endroit certains jeunes sont beaucoup plus souples que nous au même âge. Précisément parce que la société a bougé et ils évoluent dans une société qui bouge aussi, quoi. Moi, mes enfants me disent souvent, c'est un autre sujet, mais c'est pareil, ils me disent souvent, mais papa, mais comment vous avez pu laisser passer Michel Leb? Comment c'est possible? Et là, tu parles comme un vieux con, c'était une autre époque, on comprenait rien, mais voilà. Et c'est important de savoir que pour mes enfants, Michel Leb, c'est impossible aujourd'hui. C'est important. Aujourd'hui, c'est important. J'ai vu, tu as un clip qui s'appelle Chronos, les enfants n'oublient jamais, à la fois avec Grand Corps Malade. Je pense qu'il y a un vrai enjeu sur les enfants. Je dis très souvent sur mes interviews, l'enjeu c'est les enfants, l'investissement c'est les enfants. Et quand tu dis il faut faire gagner du temps, il faut faire gagner du temps sur les nouvelles générations. Il faut absolument protéger les enfants. Oui, et puis moi, ce qui me fait vraiment peur, c'est que pour le moment, et c'est aussi l'objet des formations qu'on est en train de monter, hein, les adultes sont pas outillés parce qu'ils sont trop aux prises avec ce qui déconne chez eux, en fait. Et et puis pareil, et je le dis, voilà, ce livre est aussi un genre de manifeste pour tout ce qui est autour des questions de l'intimité et des sexualités à l'école. Les enfants sont à l'école toute la journée, toute la semaine. Il faut qu'on puisse aborder ces questions-là, quoi. C'est-à-dire qu'il faut aborder ces questions-là à l'extérieur de la famille, puisque les violences intrafamiliales sont hyper présentes. Donc, j'ai perdu le fil de ce que tu m'as dit, mais ça m'a fait rebondir là-dessus. C'est hyper C'était important. le clip avec Grand Corps Malade. Les enfants n'oublient jamais. Ouais. Et ça va avec les traumas et la fracturation. Et parce que les enfants n'oublient jamais, on a, nous, devoir de préparer le terrain pour le moment où ils vont se mettre à parler, en fait. Parce qu'ils vont parler. Ils ont toujours parlé, les victimes ont toujours parlé. Même si pendant longtemps, les sociétés les entendaient pas, les enfants ont toujours grandi, puis parlé vite, etc. Et je le raconte dans le livre, il y a un moment extraordinaire dans une des rencontres publiques qu'on faisait sur cette thématique-là, où moi je racontais, j'étais en compagnie de Sorna Fall, la thérapeute victimologue et formatrice, et je racontais comment ce problème de l'impossible identification des violences sexuelles, et comment, de mémoire, je me rappelle que moi je savais qu'il y avait un problème, parce que je ne parlais de ce qui se passait avec ma tante, j'en parlais pas à mes potes, en fait. Et je dis, elle a rien eu besoin de me dire, je savais que c'était un problème, donc je n'en parlais pas à l'extérieur. Et là, Sorna intervient en public, hein, et dit, de source quasi sûre, on est quasi certain qu'en fait c'est toujours l'adulte qui a l'enfant de se taire. Et là, ça pop-up dans mon cerveau en direct devant les gens. Je me suis rappelé de la phrase qu'avait prononcée ma tante. Comme quoi il suffit de peu de choses. Alors que je suis quelqu'un qui travaille sur cette thématique à 100% depuis des années. Il y a encore des choses qui passent sous les radars et je trouve ça cool. Du coup, moi j'ai créé des dispositifs à l'intérieur desquels moi je continue d'avancer, quoi. Et dans l'exemple qu'on tu donnes, en fait, elle disait aussi à qui profite le crime. Ouais, ça c'était super beau, hein, dans une classe où parce que on est en face de jeunes garçons, de lycéens, qui disent au début des interventions, après les interventions c'est plus pareil, parce qu'on a fait un long travail avec eux, c'était génial, qui disent quand on est blessé, on dit rien, on continue, on avance, quoi. Et là, Sorna leur dit quand vous arrive quelque chose de fâcheux et que vous vous taisez, demandez-vous juste à qui ça profite. Et tout le monde fait et c'est simple, en fait, comme phrase. C'est simple. Et c'est des petits mouvements comme ça dont on a besoin, c'est des outils aussi simples que celui-là. Moi, je parle souvent de ce que j'appelle l'inversion des polarités, en fait. Quand un pote te raconte ce qu'il a vécu, qu'est-ce que ça te ferait si c'était la petite sœur d'un pote, ou ta cousine, ou ton enfant, travaille là-dessus. Et travaille au pourquoi ça te fait ça. Et moi, ce que je dis souvent, j'ai un truc que j'ai aussi dit souvent, c'est que on est, et je parle en tant que parent, on est moins gentil avec nos propres enfants qu'avec les enfants des autres. Quand il y a des réunions familiales, etc., et qu'il y a des enfants qui courent partout, on va demander à ses propres enfants de lever le pied, etc. On a un truc très très problématique. Parce qu'on confond responsabilité et domination et plein de choses qui nous mettent en porte-à-faux vis-à-vis de l'extérieur. Donc on a du boulot. Et effectivement, si on veut protéger les enfants, et c'est ça que je trouve intéressant, si on veut réellement protéger les enfants, on reculera devant rien, en fait. Tout le monde est présumé coupable. Tout le monde. Et donc il faut passer au crible nos agissements, nos réflexions. Moi, il n'y a pas longtemps, je me suis froissé avec un auteur
qui parlait de sensualité des bébés. Moi, je peux pas. Ouais, je te jure. En public, hein. Et là, moi, je suis plutôt un mec cool, j'ai dit, ouais, moi, sensualité des bébés, là, dans le monde d'aujourd'hui, dans une discussion autour de l'inceste, bah, soyons un peu plus prudents, quoi. Et voilà, on en est là, et il y a un gros travail de déconstruction à faire du langage, des implicites, des imaginaires. C'est énorme, vraiment énorme. Et à la fois, c'est passionnant. Parce que ça nous met à un endroit où on peut être qu'expert de sa méconnaissance. Et ça, je trouve ça passionnant, en fait. Bah, et ça requiert, comme tu le fais, ou je le fais également, c'est de surveiller son langage, de surveiller chaque mot, le sens des mots, les implicites des mots, les explicites des mots et les responsabilités. Je voulais lire aussi une autre partie, alors, de ton livre. Et en fait, ça me venait depuis le début du livre. Il y a Éric Derus, qui est philosophe, poète, HPI, TSA, qui a écrit des bouquins magnifiques sur un sur l'altérité et un, je l'ai pas là, qui vient de sortir récemment et qui fait, en fait, je voyais un lien différent, mais je voyais une résonance que je sais expliquer. C'est-à-dire, Eric, il parle dans son dernier livre de son autisme avec toute sa dimension de délicatesse, de profondeur, de pugnacité, de son côté poète et délicat. Et quand je te lisais, je lisais la même chose. Je faisais des liens. Je pensais à Eric. Et voilà, je relis un passage. Plus j'avance sur le chemin qui m'aide à désapprendre, plus je vois la personne que j'étais, plus je vois ce que j'ai pu fabriquer pour vivre ou survivre. Alors là, on a aussi les approches HPI ou THPI, ou comment j'aimais le dire, sous-vivre. Plus j'avance sur ce chemin, plus je constate à quel point j'aurais pu me perdre définitivement. Mon corps, le mien, m'appartient-il vraiment? M'a-t-il jamais appartenu? Qu'ai-je fait pendant toutes ces années? Qu'ai-je fait de toutes ces douleurs? Et ma tête, je saute un paragraphe, et ma tête et mon esprit, qu'est-ce que ce chaos d'où je me réveille, la langue lourde et la bouche pâteuse? Depuis plusieurs années maintenant, je parle, j'échange, je me forme, j'analyse, je compare des parcours qui, à première vue, n'ont rien en commun. Je cofabrique une forme d'expertise, je cofabrique parce que l'un des sujets ici est l'altérité. Quand j'ai vu l'altérité, j'ai dit voilà pourquoi je faisais un lien avec Éric Derus. La place qu'elle occupe dans mon existence, la façon dont elle opère les mécanismes intègres ou non qui la régissent, mon rapport à elle. L'altérité est le sujet, l'altérité altérée. Et l'altérité, elle n'est pas en compétition, elle n'est pas en comparaison, elle est la manière dont je grandis indépendamment de l'environnement. Et je faisais un lien entre toi et Eric sur la manière dont vous avancez sans compromis, dans la manière dont vous vivez votre grotte intérieure, lui avec son autisme et la manière dont il découpe et dissèque ça, et toi la manière dont tu vas le prendre pour arriver à cette dimension de l'altérité, c'est-à-dire une manière de trouver son autonomie ou sa liberté, en tout cas sa libération. Oui, et puis moi, j'ai l'impression que ce qui me plaît là-dedans, c'est ce truc, j'ai l'impression qu'il faut qu'on trouve des moteurs qui nous maintiennent, quelque chose qui nous maintienne en alerte, en fait, en permanence. Et cette réflexion sur l'altérité, c'est-à-dire que l'altérité du présent, comment on se projette dans le futur, comment elle va s'exercer, et comment on la regarde dans le passé, comment elle s'est exercée, c'est fascinant, en fait. Parce que la moindre chose, je crois que je le dis dans le livre, je dis, oui, que ça fonctionne vraiment comme la loi sur le crime contre l'humanité. C'est-à-dire que si demain la loi sur le consentement passe, pour moi, automatiquement, à partir du moment où elle devient un socle de construction sociétale, automatiquement, elle fait des gens dont le consentement n'a pas été écouté des victimes, de manière rétroactive. C'est quasiment automatique, alors que les gens ne le sentent pas. Et ça, c'est précieux, en fait. Et c'est ça que je trouve passionnant, parce que chaque avancée modifie c'est comme le retour vers le futur, chaque avancée modifie le passé, en fait. Et nous permet de voir plus clair dans ce qu'on a subi, dans ce qu'on a vécu, et subi. Et c'est ça que je trouve passionnant. C'est-à-dire que moi, l'analyse de mes comportements au présent, en lien avec
ce que j'ai subi, ce que j'ai fabriqué pour m'en sortir, ce que je compte faire, mais c'est passionnant. Je trouve ça passionnant. Mais c'est moi, c'est ma construction à moi. Et effectivement, là-dedans, ne pas me perdre dans mon tout seul et de voir comment j'ai fonctionné avec l'autre, bah, c'est super précieux. C'est super précieux. C'est-à-dire que, et pour moi, c'est ça la victoire. C'est malgré tout ce qui s'est passé, tout ce que j'ai traversé, ce que j'ai dû mettre de côté, comment j'ai avancé, les questions que je me suis posées, les nuits à pas dormir, etc., que j'arrive à faire société, à échanger avec l'autre. C'est-à-dire que quand moi, je suis à un endroit sur ces questions-là et qu'on vient me parler de choses profondes, intimes, douloureuses, et que du coup, de fait, la personne me dit dans sa façon de s'exprimer, la zone de sécurité que tu as délimitée est claire, du coup, j'entre à l'intérieur de celle-ci, on peut échanger, mais c'est super précieux. Et c'est ça qu'on a réussi à faire. Et ça, ce que je dis dans le livre, c'est un ensemble. Et c'est cet ensemble-là qui peut, pour moi, tout bousculer, quoi. Et c'est ça qui m'intéresse. Ouais, imagine demain, tu fais une marche avec toutes les victimes de violences sexuelles dans le monde. T'imagines, il y en a combien? Victimes de violences, toutes les violences sexuelles, toutes. T'imagines, on est combien? T'imagines si tu arrives à changer le regard global sur ça va prendre du temps. Et comme je le dis super souvent, je suis physiquement, ma présence dans un espace, je reprends la phrase, ma présence physique dans un espace est le fruit concret des avancées de nos sociétés. Mes arrière-grands-parents étaient esclaves. Aujourd'hui, des gens peuvent venir s'asseoir dans un espace pour écouter ce que moi j'ai à raconter. Expert sur les matières sur lesquelles je travaille. Je suis la personnification du fait qu'une société peut bouger et que ça prend du temps. Donc je suis serein. Même si c'est le chaos, même si l'abbé Pierre, même si Bétaram, même si le Squarneck, même si tout ça, je suis serein parce que il va pas y avoir de rétropédalage. Parce que une victime qui a compris sa victimation et qui se bat pour plus que ça n'arrive, on ne peut pas l'arrêter. On ne peut pas l'arrêter. On peut la tuer. On ne peut pas arrêter ce qui est en marche, en fait. Et on est trop nombreux, la vérité. Donc, plus on va travailler ces choses-là, plus on va travailler à mettre des mots sur ces choses-là et on va autoriser les gens à exister avec leur part de victimation, plus on va être dans une société qui va se regarder un peu en face et se dire, alors, quel besoin de hiérarchiser? Pour réparer? Réparer comment? Réparer quoi? À partir de quoi? Et là, on a du boulot, en fait. Donc, on va laisser Elon Musk aller dans l'espace, puis nous, on va travailler sur ce qui se passe ici, en fait. Donc, et pareil, l'espèce de révolution masculiniste, on est dans une espèce de forme de résistance complètement débile d'un monde qui va s'écrouler de toute façon. Alors, c'est pas après-demain, c'est pas après-après-demain, ça va être plus long. Mais, pour moi, comme il s'agit de gens comme moi, qui font part de qui ils sont, pas qui ils voudraient être, pas à qui ils voudraient ressembler, qu'ils sont fondamentalement, moi, j'ai bon espoir qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va plier. Donc finalement, les gens disent que mon livre est sombre. Je ne trouve pas. Je trouve qu'il est plein de lumière. Et finalement, ce que ce livre raconte, c'est que la direction qu'on prend, c'est de mettre des mots là où jusqu'ici on ne pouvait pas en mettre pour nous donner plus de pouvoir sur la suite. C'est comme ça que je le résumerai en fait. Je voulais avoir ton avis sur un sujet au regard de ton travail et ton expérience. Même si j'ai pas fait de conférence dédiée sur tout ce qui est relations amoureuses et sexualité, je suis régulièrement sollicité sur ce sujet-là. Et je dis qu'au moins pour les atypiques, la sexualité, c'est tout sauf la sexualité. C'est-à-dire, c'est, dans ce que tu viens de dire, le rapport à l'autre, le rapport de soi, de l'autre avec l'autre, de nos féminins, de l'intime, du respect des périmètres, du risque de la confusion, de la diffusion, de la fusion. En fait, c'est juste la partie émergée de l'iceberg et tout l'enjeu, il est ailleurs de ce que tu as pu dire, de douceur, de tendresse, de relations humaines, de respect, de véritablement bienveillance. Et ça devrait être juste la dernière partie avant d'avoir passé tout ça. Et c'est un peu une espèce de symptôme, éventuellement une fractale de ce que la relation
de ce qu'est la relation à l'autre, en tout cas, c'est pas réductible à la sexualité telle qu'elle est véhiculée dans le monde normal. Bah, ça c'est quelque chose aussi dont j'essaie de parler dans le livre, c'est que moi dans le livre je parle de mon hypersexualité, qui arrive comme un rebond après les violences subies, et qui arrive aussi comme une manière de construire une forme d'altérité. Et, et, euh, et c'est un sujet qui est très difficile à aborder parce que j'ai l'impression d'avoir été à l'endroit où on m'attendait, dans une forme d'hypersexualisation, pour plein de raisons, et j'ai le sentiment qu'il n'y a pas eu d'espace pour raconter ce qui m'animait vraiment. Alors, soit il n'y a pas eu d'espace, soit moi j'ai pas pris l'espace. J'ai pas pris le. Et donc en fait, finalement, et c'est là que le lien entre hypersexualité et viol incestueux et violence sexuelle dans l'enfance font bon ménage, c'est que finalement, une partie de moi s'est dit, c'est plus prudent d'aller vers le chemin que tu connais déjà. Donc on va sexualiser le plus possible les rapports aux autres, parce que ça on sait faire. Parce que là, il y avait confusion entre violence sexuelle et sexualité. Parce que c'est pareil, c'est dans la même zone, parce que personne nous apprend à dissocier tout ça. Et donc, dans cette espèce de cambouis en forme de magma, on construit une espèce de forme de communication et de langage, en fait. Parce qu'on a l'impression que c'est ce qu'on attend de nous. Alors, je le dis en super simplifié, parce que c'est plus compliqué, mais si l'attendu de la société à l'endroit de la sexualité, c'est un pénis dans un vagin, déjà on va pas comprendre que deux vagins puissent aller ensemble, que deux pénis puissent aller ensemble, que c'est plus compliqué que ça, qu'il y a des formes d'asexualité en un seul mot. On va dire que tout le reste contrevient en fait. Et donc prendre conscience que tout est beaucoup plus compliqué, c'est aussi énoncer qu'il y a d'autres formes et que finalement ce qu'on met derrière le mot sexualité, c'est pas les bonnes choses. Et c'est pour ça que ça me semble hyper important aussi de décortiquer cet aspect-là. Moi, si j'avais su plus tôt, si voilà, ça sert à rien de dire ça, mais si mon regard sur la sexualité avait été moins perturbé par les agressions, j'aurais été une autre personne, c'est sûr. Donc effectivement, ce que tu dis sur HPI, HPI, sur le rapport à l'autre et quel qu'il soit hein, l'autre, hein, et comment ce qu'on appelle sexualité vient s'immiscer dans quelque chose qui pourrait être différent. Là aussi, pour moi, il y a aussi comment on croit qu'on peut parler la langue de l'autre en fait. C'est-à-dire que comment on va adopter des comportements sexuels parce qu'on est convaincu que c'est ce qu'on attend de nous. À un moment donné, je disais au début du travail sur les masculinités dans les groupes de parole, je leur disais, ok, voilà, je vais vous donner une statistique qui est complètement fausse, qui est complètement inventée par moi, mais je suis convaincu que si on faisait des recherches, on aurait peur du résultat. Je leur ai dit, chaque jour dans le monde, on estime que 95% des rapports sexuels qui ont lieu sans qu'aucun des deux n'ait vraiment envie qu'il y ait rapport, quand ils sont que deux. Et les gens riaient un peu jaunes et tout, etc. Mais je suis convaincu qu'il y a beaucoup de choses qui se passent parce qu'on est convaincu que l'autre attend ça de nous, en fait. Et c'est ça qu'il faudrait réussir à clarifier avec le temps. Ouais, ça me fait penser à un livre dont je parle de temps en temps qui s'appelle Qui aime quand je t'aime de Ben Saïd Elolou, un philosophe et une psychanalyste. C'est-à-dire qu'il y a aussi la confusion que l'amour serait réductible à la sexualité, que la sexualité serait de l'amour. Il y a une espèce de confusion des genres et à quoi on sert et qu'est-ce qu'on fait avec l'autre. Et c'est souvent réduit à une grande pauvreté. Et je vais dans ce que tu dis, très souvent, il y a une méconnaissance de soi, de ce qu'attend l'autre, de ce que veut l'autre, et souvent des espèces de ruptures de méconnaissance de communication, mais qui vont être exacerbées dans le monde de la douance, parce que, comme j'explique souvent, il y a une espèce de moteur de centrale nucléaire à l'intérieur, un cœur de réacteur, il y a du feu à tous les étages, donc il est fréquent que ce feu, évidemment, il arrive à l'étage de la sexualité, il peut être plus difficile à porter, plus exposé pour les femmes, mais aussi pour les hommes, en termes d'attractivité et de confusion des choses sous prétexte qu'il y a de l'énergie et du feu, ça soit de la sexualité, et en fait, ça massacre énormément de choses, de délicatesse ou de subtilité, et c'est encore pire quand ce sont des enfants. Mais on est des centrales d'attractivité, et qui peuvent passer sur la sexualité ou sur autre chose, et puis là on va avoir les problèmes de santé. Oui, c'est ce que je disais au début de notre entretien, que cette espèce d'utopie qu'on se fabrique, où la violence se tiendrait à l'extérieur de cette bulle qu'est la sexualité, si c'était aussi simple, ça se saurait, donc tout est un peu plus compliqué.
Et puis on est dans une société qui valorise tout ça en fait. Il faut être un peu explorateur, exploratrice. Alors que moi, voilà, je fais partie d'un mouvement silencieux qu'on pourrait appeler. Et si on prenait vraiment la sexualité au sérieux en fait, au sérieux, ce truc est sérieux. Donc, et en même temps, on disait aussi qu'il y a une espèce d'omerta totale sur les mécanismes érectiles. Donc tout ça fonctionne avec en fait. Et oui, on a du pain sur la planche. Et c'est assez passionnant. Et mais en fait, finalement, interroger les érections des hommes, c'est finalement renoncer à une partie du pouvoir qui est attribué de facto. Et ça n'intéresse personne. C'est ça le problème. Donc, et j'ai remarqué que même, ouais, c'est un sujet ça froisse, parce que on est attendu à cet endroit-là. Les hétéros ont fabriqué en grande partie la sexualité autour de l'érection, ce que j'appelle moi l'érectocentrisme. C'est important, c'est un gage de bonne santé. Puis j'ai encore lu des conneries sur comment ça renforce les défenses immunitaires, enfin toutes ces conneries-là qui pour vous dire bander, c'est important les gars. Enfin c'est du délire en fait, c'est du délire, c'est-à-dire que on peut explorer tout. On peut aller sur Mars, mais on ne peut pas réfléchir ensemble à autre chose, autre forme de sexualité. On est en 2025 et on ne peut pas réfléchir ensemble à d'autres formes de. C'est incroyable. Alors certains le font et heureusement, et ils sont de plus en plus nombreux, nombreuses. Mais c'est pas ça ne fait pas les gros titres en fait. Donc alors qu'il y a à l'intérieur de cette réflexion-là, pour moi, quelque chose à déconstruire qui est fondamental sur le rapport qu'on a les uns vis-à-vis des autres et comment on se pense omnipotent et qu'il faut absolument annuler ça, en fait. Je voyais un acteur américain qui parlait, qui disait que les masculinités étaient attaquées. Enfin, les gars, mais rassurez-vous, on en a rien à foutre de ce que vous avez, quoi. Enfin, en fait, c'est que de la peur, en fait. C'est que de la peur de gens qui disent qu'ils n'ont pas peur. Et et ça fait peur, je veux dire. Je te propose, si on peut commencer à atterrir, est-ce que tu aurais envie de rajouter des choses importantes qu'on n'aurait pas abordées jusqu'à présent? Je crois que je l'ai dit, il y a quelque chose d'hyper important. Il faut, de mon point de vue, c'est important de faire la paix avec deux termes. Deux idées, deux notions, deux mots hyper importants. Avec le terme et le sens du mot victime, voilà. Et aussi avec le sentiment de culpabilité qui peut nous habiter, nous, en tant qu'hommes. Il faut qu'on apprenne à vivre avec ça. Parce qu'on n'est pas innocent, ce n'est pas vrai. Dans une société complètement raciste, si tu es un homme blanc, tu es un privilégié, c'est quelque chose qu'il faut que tu prennes avec toi, en fait. Dans une société sexiste et violente, si tu es un homme, tu es en partie coupable de quelque chose. Et c'est à toi de découvrir ce que tu as fait et de réinterroger. Et je pense que c'est fondamental, vraiment. Tant qu'on ne sera pas clair avec ce truc-là, on n'avancera pas parce que les gens qui vont se mettre en travail vont se mettre en travail pour dire qu'ils sont des bonnes personnes et c'est pas le sujet, en fait. Le sujet, c'est d'accepter de faire et de prendre sa part. Faire sa part pour que ça s'améliore et prendre sa part dans ce qu'on a commis qui fonctionne pas et qui doit être réinterrogé en profondeur, qui doit être compris et pour qu'on puisse transmettre des choses un peu plus claires, quoi. Donc voilà, je crois qu'on l'a déjà dit, mais pour moi, c'est deux choses qui sont importantes et parce que si tout le monde est innocent, il n'y a pas de victime. Or, nous sommes plein de victimes. Donc, il y a un problème. Merci. C'est quoi ton prochain futur, tes prochaines activités, tes prochaines... parce que tu t'arrêteras jamais. Donc, on va mettre ton site. Si les gens veulent te suivre, c'est ton site ou les réseaux sociaux. On mettra pour l'instant, mon site. Ouais. Alors, ça dépend quand est-ce que sort l'épisode. Les réseaux sociaux, on est en train d'y revenir là. Ça va se faire sous peu. Je sais pas quand sortira l'épisode, mais ça devrait arriver avant l'été, je pense.
Ils peuvent les voir réseaux sociaux. une intégrale de ton parcours sur Wikipédia où tu as Ouais. une belle Oui, c'est page. un peu en retard. Wikipédia est toujours un peu en retard, sinon c'est pas drôle. Ouais, ils Mais sont en retard, là, entre, c'est pas tout actualisé. ouais, entre le site et Wikipédia, il y a pas mal de choses disponibles. Et les prochains mouvements, moi, c'était assez fort pour moi d'un point de vue perso. Je fais partie des gens qui ont suivi assidûment la façon dont était raconté le procès des viols de Mazan. Et j'étais assez, je me disais ouais, c'est quand même cool d'être dans de la formation pour travailler avec les gens en direct et que les chansons ça va 5 minutes en résumé quoi. Donc j'étais bien content d'être parti sur cette voie-là. Donc ça va continuer. On va en faire d'autres de plus en plus précises pour répondre au plus possible à des attentes et sur ces questions-là. Donc ça c'est le futur proche. Et enfin c'est le présent. Et dans le futur proche, je m'intéresse de plus en plus au sport de haut niveau, à la façon dont les violences font partie de la mécanique des sports de haut niveau. Et ça me pose problème, notamment pareil sur l'enfance, sur enfin, tout ce qu'on entend sur. Voilà, donc il y a un truc, j'en dis pas plus. Il y a un lien concret qui est en train de se faire entre haut potentiel, violence sexuelle, sport de haut niveau et violence en général, qui m'intéresse vraiment, vraiment au plus haut point. Je suis bien à fond dedans et j'expérimente quand même aussi de nouvelles choses. Donc voilà. Et un autre livre en. Bon, tout avance en tout cas. Plus tes ateliers, plus tes formations. Alors J'ai vu ouais, les ateliers j'en fais un peu moins. Les groupes de parole n'existent plus. C'est intéressant toi aussi parce qu'en fait on a décidé d'arrêter. En fait, à partir d'un moment on était infiltré en fait par des gens qui venaient plus pour les bonnes raisons parce que le sujet était devenu un sujet dans la presse, etc. Donc on a eu des gens qui venaient parce que c'était bien de venir et non pas pour travailler vraiment. Donc voilà, maintenant les choses se font différemment. Donc du coup les gens s'y sont intéressés, ils peuvent directement se former, comme ça ils rentrent dans le vif du sujet. Et... Donc voilà, la grosse actu c'est vraiment les formations. On cherche à former des gens, à les sensibiliser sur ces questions-là et en fait on leur met juste un gros miroir devant eux et puis on discute avec eux sur ce que ça fait quoi. Pour le dire vite. Merci infiniment. Merci à toi. Ça fait des mois qu'on attend et qu'on a pris le temps que tu sois Ouais. mûr. Parce qu'il fallait le temps au temps et c'est ce qu'on a fait. Il fallait que ton livre Il fallait se qu'il sorte, mais qu'il termine. soit disponible. Ouais. Ouais. Est-ce que tu me donnes autorisation de parler de la dernière page ou pas, ou je la laisse Ah non, vas-y, tu peux. Tu parlais du ça, de ce que tu as vécu, et tu dis qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est ma honte. C'est le bruit qui a régné à toute heure dans la bande originale de mon existence. Ça, c'est ma honte et elle prend fin avec cette dernière ligne. Ça m'a fait un bien fou et je suis très heureux pour toi. Yes, merci beaucoup. Merci infiniment. Vraiment, j'attendais cet échange avec toi. Et Ah, puis merci à j'espère bien toi. qu'on pourra se retrouver. Ouais, ouais, carrément. Et à très vite. J'ai hâte de tout réécouter parce que c'est on a dit des choses importantes. Et comme tu as dit, Ouais. repasser au crible de ce qui a été dit, être sûr que ça a été bien compris. C'est des sujets qui sont importants mais sensibles. Et on travaille tous les deux à être le plus clair possible dans nos intentions et nos directions. Donc j'ai hâte de voir le résultat. Et encore merci pour cet espace. C'est précieux. Merci, Davy. Bah voilà, c'était encore un magnifique voyage que j'attendais depuis longtemps et on a pris le temps que ce soit possible et qu'on ait les dispositions possibles et la sortie du livre avec D de Cabal. Vous allez avoir toutes les interventions, on va voir avec Davy maintenant comment je vous donne les informations dans les commentaires de la vidéo. Quoi vous dire d'autre? Si tout ça vous intéresse, ben pour soutenir la chaîne, pensez à mettre des pouces, à vous abonner pour avoir les informations. Si vous en sentez l'envie, vous pouvez aussi
contribuer ou participer financièrement à cette chaîne que je sponsorise totalement. Pour la suite, ben, vous avez toujours en ligne, vous les aurez dans la présentation, tout le travail maintenant de tout ce que j'ai pu faire en digitalisation. Tous les 3-4 mois, il y a les ping-pong live qu'on fait avec Gaëtan. Vous me posez toutes les questions que vous voulez et j'essaie de répondre à tout ce que je peux pendant 1 heure. Donc faut être là. Vous venez dans le chat, vous me posez des questions et je vous réponds. Tout ça est en replay en ligne. Toutes les vidéos sont en replay en ligne. Et puis l'aventure continue avec des gens magnifiques, puisque c'est ça qui m'intéresse, avec des gens intelligents, parce que c'est de cette intelligence-là dont je parle, puisque c'est celle qui m'intéresse. Sinon, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent pas, ce qui est pas très grave. Merci à vous de nous suivre. Peut-être partager ces vidéos, parce que ce sont des vidéos pédagogiques pour aider les gens. Sinon, vraiment, j'ai pas besoin de ça pour vivre. Donc partager. Il y a des vidéos sur la science. J'ai fait des vidéos sur l'intelligence extrême. Je crois pas que vous puissiez voir ça ailleurs. Il y a des vidéos, des enregistrements, des interviews pour les enfants, parce que j'ai des entretiens avec les enfants et avec des parents. Vous avez tout ça sur des playlists de ma chaîne pour les adultes sur l'autisme, sur la santé, et puis mes différentes interventions. Et j'espère que vous trouverez de quoi vous restaurer, vous réparer ou aider des gens. Merci, à bientôt.